Dans le sujet qui va nous occuper, à savoir les promesses de vente sous conditions suspensives de déclassement, on va voir qu'il est fondamental de bien qualifier les problématiques. Et de la qualification des problématiques, probablement pourra se dégager une solution. Parce que, en fait, pour moi, les promesses de vente sous conditions suspensives de déclassement, c'est une sorte de serpent de mer. On en parle depuis très longtemps. On va dire, pour 90% des personnes, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire de promesses de vente sous conditions suspensives de déclassement. Donc, ont été mis en place des pratiques diverses et variées. Dont, par exemple, mon voisin, Eric Spitz, directeur juridique... encore de la ville de Paris va. Non mais Sauf que peut-être après cette séance, je vous serai. Non mais Eric vous le dira, il vous dira ce qu'il fait. Hein. Je le laisse raconter. Donc il y a des pratiques qui se sont mises en œuvre en la matière. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, au regard des promesses telles qu'on en parle depuis ce matin, à savoir des promesses entre professionnels qui vont engager des études, qui vont dépenser de l'argent et qui vont durer longtemps, il y a besoin d'avoir, ce qu'on disait tout à l'heure, des liens forts. Et l'idée, c'est pas de conclure des contrats qui ne concrétisent pas cet engagement fort. D'où l'idée de parler de ces promesses de vente sous conditions suspensives de déclassement. Donc, dans un premier temps, comme lors de la première table ronde, je ferai intervenir les praticiens, donc Eric Spitz et Laurent Compredon, directeur juridique d'Altarea Cogedim. Et ensuite, il y aura, à mon sens, une très belle discussion entre le professeur Étienne Fatome et le professeur Hénès et donc une discussion entre le civiliste et le publiciste sur cette question de promesses de vente sous conditions suspensives de déclassement, puisque quand on est dans les débats juridiques sur ce sujet, d'aucuns vous diront que c'est contraire au principe d'inaliénabilité, d'aucuns vous diront que ce sont des conditions potestatives. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les publicistes et les civilistes discutent pour voir qui finalement est le responsable ou le non-responsable de la possibilité ou l'impossibilité de passer des promesses de vente sous conditions suspensives de déclassement. Donc Eric, est-ce que tu peux nous... Oui, c'était un piège, mais après... Mais Eric a une belle métaphore, donc il va commencer par ça mettra un peu d'ambiance... D'accord ? Et puis, voilà. Merci, Michel. Oui, moi, je fais partie plutôt des opérationnels, mais je suis très content d'être assis à côté des professeurs. J'ai l'impression, d'ailleurs, d'une sorte de translation de la science, comme ça. Je sens qu'il faut être à côté. Sur ces questions complexes, il y a des questions, mais nous, la plupart du temps, on essaye de trouver des solutions. Donc après, vous nous direz si ça va ou si ça ne va pas. Bon, c'est vrai que le serpent de mer, on peut le rappeler en deux mots, c'est que, évidemment, les grands principes du droit public et du domaine public, c'est que le domaine public, il est inaliénable, il est imprescriptible, et par conséquent, il y a toute une interrogation dans la doctrine que j'ai vraiment découverte à l'occasion de ce colloque, et merci parce que franchement, je l'ignorais. Parce que les opérationnels disent oh là là, vous avez des trucs compliqués, et je m'aperçois qu'effectivement il y a des trucs compliqués auxquels je n'avais pas pensé, que l'idée qu'on signe une promesse de vente en disant je vais vous vendre, mais je vous promets qu'avant de vendre je vais désaffecter et déclasser, parce que si je désaffecte pas quelque chose qui est dans le domaine public et qui est utile au service public, ou bien qui est spécialement aménagé pour, eh bien, je ne pourrais pas le déclasser, ça m'interdirait de le déclasser. La question, c'est est-ce que je peux conclure une promesse de vente avec une condition suspensive de déclassement du domaine public ? Alors, j'ai découvert que la doctrine, comme Michel le rappelait, est relativement hostile à ce genre de choses, parce que, en vertu de l'article 1589 qui a été rappelé tout à l'heure, eh bien, une promesse de vente vaut vente,
et que si ma promesse de vente d'une parcelle du domaine public, même sous conditions suspensives de déclassement, eh bien, vaut vente, je ne peux pas vendre ce qui est inaliénable, et par conséquent, Nemo, date, quoi, non habet, je ne peux pas donner ce que j'ai pas. En l'occurrence, c'est bien ce que je ferais si c'était le cas. Donc, la difficulté, c'est de tourner autour de ça, et si on le résumait par une métaphore, parce que tout à l'heure, on parlait beaucoup de fiançailles, je me dis, finalement, c'est un peu une question... ça ne serait pas de la fiançaille, mais ça serait du mariage, du genre, je m'engage à vous épouser à condition que vous divorciez, et elle-même dit, d'accord, je m'engage à vous épouser sous la condition suspensive que je divorce, mais... Si ça vaut mariage, alors elle est bigame, et donc vous voyez bien que le truc n'est pas possible. Bon. Donc est-ce qu'on tourne autour de ça et on se retrouve dans une affaire qui est mal partie? Alors, je peux demander l'exécution forcée du mariage, mais bon, bref, vous voyez que les difficultés dans lesquelles nous sommes, on s'est dit... On ne va pas tourner autour du pot 107 ans, et on va faire quelque chose qui est une sorte d'avant-contrat, comme ça les civilistes seront contents. Je n'aurais pas promis sous conditions suspensives que je vais déclasser, parce que le Conseil d'État et toutes les autorités les plus élevées, je parle du Conseil d'État, Herbert Béraud, mars 89, une promesse de vente ne peut être faite sur le domaine public, du moins tant que les terrains en cause n'ont pas fait l'objet d'une désaffectation et d'un classement. L'ACA de Versailles, le 23 mars 2006, a sanctionné le fait que la commune avait déclassé un bien encore affecté en vue de le vendre, faute de décisions de déclassement régulièrement intervenues. Et même l'ACA de Lyon, en 2004, juge illégale une promesse de vente sur un terrain désaffecté, mais non encore déclassé, puisque vous savez qu'il n'y a pas d'acte pour faire entrer quelque chose dans le domaine public, mais il en faut un formel pour l'en faire sortir. Donc même si c'est désaffecté, ça n'est plus utile au public ou au service public, eh bien, il faut prendre un acte formel, et la CA de Lyon le rappelle. Donc, cette question, évidemment, elle est très importante pour nous, aménageurs, parce que vous connaissez le topos en ce moment, qui est qu'il faut valoriser le domaine public. Et valoriser le domaine public, la plupart du temps, c'est que nous sommes à la disposition d'une ressource cachée très élevée. Mais si ce bien est inaliénable, alors en réalité, la valeur est égale à zéro. Donc si ce souci est aujourd'hui très présent, c'est bien parce que dans l'aménagement de grandes parcelles à Paris, qui sont finalement les dernières disponibles encore et qui appartiennent à RFF, à la ville de Paris, c'est ma VIP, c'est ça, la RIVP, c'est ça, parce que j'ai vu les aménageurs qui sont parmi nous. Donc la question, c'est que, par exemple, les terrains de RFF, ils sont dans le domaine public. On voit bien que ça a tendance à se réduire, que c'est moins utile aujourd'hui, qu'on peut le valoriser autrement et bien mieux que pour son affectation ancienne. Donc la question, c'est comment on en fait sortir. Alors je vais pas intervenir trop longuement, mais nous avons trouvé avec Maître Renet et Maître Chevreux, qui assistent la ville de Paris, entre autres, pour ce genre d'opération, ces grandes opérations d'aménagement, c'est qu'au fond, on fait un avant-contrat. C'est-à-dire qu'on signe un protocole avec l'aménageur en lui disant, eh bien écoutez, je vous vends ces parcelles qui sont actuellement classées sous conditions suspensives que je les désaffecte et que je les déclasse, et ensuite, formellement, nous signerons une promesse de vente qui elle-même sera délibérée en Conseil de Paris. Le premier protocole, il est délibéré en Conseil de Paris. Ensuite, il y a les opérations de désaffectation et de déclassement qui nous conduiront à la promesse de vente, qui nous conduiront ensuite au contrat. Et d'ailleurs, dans ces protocoles, il peut y avoir des cascades de conditions suspensives, puisque l'aménageur peut mettre aussi à son seul bénéfice une condition suspensive qu'il commercialise les terrains, qu'il trouve à les commercialiser, parce qu'il veut bien prendre son risque, mais un risque limité d'avoir à les commercialiser par avance. Donc la question est, est-ce qu'on peut véritablement se passer de ces protocoles? Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que quand on les regarde, ils sont extraordinairement détaillés.
il y a le mode de fixation du prix, il y a des promesses de prix complémentaires si la commercialisation est plus élevée, etc. Autrement dit, quand vous regardez ce machin, moi je trouve que ça a le goût, la couleur de la promesse de vente. Ça ressemble singulièrement à une promesse de vente qui ne dit pas son nom, puisqu'il est réputé pas possible de passer des promesses de vente sur ce qui est encore du domaine public. Donc la question c'est, est-ce qu'on pourrait simplifier et aller directement à la promesse de vente sous conditions suspensives? Parce que moi je suis assez sensible à ce qui s'est dit ce matin. Je ne vois pas pourquoi la promesse de vente, c'est de dire je consens à vendre, vous consentez à acheter, mais j'y mets un certain nombre de conditions qui doivent se réaliser de bonne foi pour que la vente ait véritablement lieu. Et je ne suis pas sûr qu'une interprétation un peu plus souple du 1589 ne permettrait pas d'aller directement à une promesse de vente. D'ailleurs, et c'est là-dessus que j'en terminerai, et je suis sûr que le professeur Fatome reviendra sur ces questions, nous avons passé un protocole qui précède la promesse de vente, très gros, très détaillé avec Unibail à propos de la vente, notamment des circulations horizontales dans les halles. Et puis c'est le protocole d'accord qui a permis de conduire l'opération que vous connaissez et qui est réalisée en ce moment sur la canopée des halles. Vaste projet assez complexe de vente et d'achat entre Unibail et la ville de Paris notamment. Il y a bien d'autres partenaires. Et ce protocole du 18 novembre 2010, si ma mémoire est bonne, a été attaqué devant le tribunal administratif de Paris, qui relève bien qu'on s'est engagé à vendre des circulations horizontales. Je ne retrouve plus où c'était, mais voilà. Heureusement que vous êtes là, monsieur le professeur. C'est exactement ça. Et lorsque le tribunal administratif analyse le protocole, il dit, considérant que, après avoir rappelé que le domaine public est inaliénable, etc., et qu'on ne peut pas, etc., il dit, considérant que les dispositions précitées ne font pas obstacle à la conclusion d'une convention, et là la convention, le tribunal administratif appelle convention ce que nous appelions protocole, par laquelle une personne publique s'engage à céder à une personne privée une parcelle appartenant à son domaine public, même affectée à l'usage direct du public, sous une condition suspensive relative au déclassement préalable de cette parcelle, dès lors qu'une telle promesse de vente, et alors là c'est quand même extraordinaire, parce que le tribunal, alors qu'on a soigneusement pris la précaution de ne pas l'appeler promesse de vente, mais protocole, il commence par l'appeler convention. Et ça n'en est pas vraiment une, mais en tout cas, puisque de toute façon on s'est engagé ensuite à faire délibérer une nouvelle promesse de vente par la suite, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait, dès lors qu'une telle promesse de vente n'emporte pas par elle-même cession de droits réels immobiliers sur le domaine public. C'était d'ailleurs la question qui était posée tout à l'heure dans le public, c'est est-ce que dès lors qu'il y a ce type de promesse ou protocole, est-ce que ça implique déjà des droits réels qui me permettent seuls ou pas, d'ailleurs je pense qu'on a répondu ou pas, de commercialiser le terrain en question. Donc je suis pas sûr que les juridictions ne vont pas évoluer, mais monsieur le professeur Fatome me dira ça mieux que moi, dans le sens où finalement d'avoir trouvé un biais par lequel on fait un protocole plutôt qu'une promesse de vente ne serait pas simplifié par le fait qu'on puisse vraiment faire une promesse de vente sous conditions suspensives de déclassement, ce que les collectivités publiques aimeraient faire, mais à l'heure actuelle, ça n'est pas véritablement un problème, puisque nous, du point de vue opérationnel, nous n'avons pas de problème de ce genre. Et d'ailleurs, on fait des promesses, des protocoles, même sur des VFA, puisqu'on peut aussi s'engager à vendre en l'état futur achèvement par ce biais-là. Voilà, je ne veux pas être plus long, c'est juste peut-être histoire de lancer le débat. Merci. Merci Eric, le débat a été superbement lancé et je pense que le petit paragraphe du jugement du Théâtre Paris est quand même extrêmement topique en la matière, puisqu'on signe un protocole et puis il parle de convention et puis finalement après il parle d'une promesse. Donc on voit bien que tout ça est absolument pas clair et pas satisfaisant. Et donc vraiment l'idée c'est de clarifier. Et je voulais savoir, Laurent, si le fait de signer un protocole avec une collectivité locale pendant ou
vous avec l'État ou avec RFF pendant 2 ans est quelque chose qui est satisfaisant pour vous? Je sais pas, en fait, je sais plus quoi dire sur ces sujets-là. Moi, je sais pas quoi répondre, je sais pas quoi dire. Je suis complètement paumé. Vous évoquez, en fait, une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Lyon, je crois, de 2004, qui dit qu'il n'y a pas de promesse. Il y en a une de 2011 qui dit justement l'inverse. Société Eiffage Immobilier, qui dit qu'on peut consentir une promesse de vente sur une dépendance du domaine public avant que la dépendance soit déclassée, désaffectée. Donc nous, on est complètement perdus. Dans ma carrière professionnelle, s'agissant en fait des avant-contrats sur le domaine public, j'avoue que j'ai tout vu. Alors j'ai vu à une époque, on signait des promesses de vente avec les collectivités locales, promesses de vente sous conditions suspensives du déclassement et de la désaffectation, enfin désaffectation et déclassement. Ensuite, on a dit attention, c'est purement potestatif. Donc on va dire promesse de vente sous conditions suspensives du caractère définitif de la désaffectation et du déclassement. Est-ce que c'est pas un peu moins potestatif? Puis après, on a dit, oh là là, il faut surtout pas évoquer des conditions suspensives de déclassement et de désaffectation. Donc on fait une promesse de vente sous justification d'un titre de propriété incommutable. Alors avec une collectivité locale en direct, c'est un peu compliqué. C'était plutôt dans le cas où on passait via des SEM ou des sociétés publiques locales d'aménagement. Après, on a fait alors ça, j'avais vu des promesses de vente sous condition préalable du déclassement. J'ai jamais compris pourquoi c'était différent, une condition préalable de déclassement par rapport à une condition suspensive de déclassement. Ces derniers temps, grâce aux législateurs, il y a une disposition dans le Code général des propriétés publiques qui permet, s'agissant des dépendances du domaine public de l'État et des établissements publics de l'État, effectivement, de faire de la désaffectation par anticipation, ce qui nous permet d'avoir un petit peu plus de sécurité juridique. Et qui ne s'applique pas aux collectivités locales. Et qui ne s'applique pas, bien évidemment. C'est pour ça que je précisais domaine public de l'État et des établissements publics de l'État. Pour les collectivités locales, alors on a une petite disposition, c'est lorsqu'effectivement on est amené en fait à racheter des biens qui sont affectés au service public et qu'il y a un échange entre 2 personnes publiques et une personne publique et une personne privée en vue d'améliorer, je dirais, l'exercice de la mission de service public. À ce moment-là, on peut mettre en œuvre le processus de désaffectation par anticipation. Donc un petit peu de sécurité juridique. Dans tout ce maelstrom, en fait, qu'est-ce qui nous convient à nous, promoteurs? J'avoue, je ne sais plus. Nous, en tant que promoteurs, comme l'a rappelé Mabod tout à l'heure, quand on lance une opération, notre objectif, d'une part, c'est de la faire, c'est de la sortir. Donc ça nécessite, très en amont, de dépenser énormément d'argent. Alors, en logement, un peu. Sur les opérations commerciales, énormément d'argent. Sur les opérations de bureau, un petit peu plus. Bon. Donc notre objectif à nous, c'est de se dire, au moment où je vais initier mon opération, est-ce que j'ai quelque part la certitude de pouvoir sortir cette opération, ou à tout le moins de pouvoir déterminer quels sont les aléas auxquels je m'expose. Donc ce qu'on veut faire, c'est, on est prêt à engager de l'argent, mais en maîtrisant nos risques. À partir du moment où on nous dit qu'une promesse de vente, qu'un protocole, potentiellement sur le domaine public, serait irrégulier, le risque pour nous, ça serait quoi? Ça serait d'être confronté, à un moment donné, avec une collectivité locale, à un changement de politique, et avec un politique qui nous dit, tiens, finalement, vous avez obtenu vos autorisations, mais la dépendance du domaine public, l'opération, pardon, j'ai plus envie de la faire. Donc, je ne déclasse pas et je ne désaffecte pas le domaine public. Alors, vous allez me dire, je pourrais toujours aller rechercher la responsabilité de la collectivité. Sauf que si le protocole, la promesse ou le document, l'avant-contrat que j'ai signé avec la collectivité, je dirais, est illégal, comment est-ce que je peux aller chercher la responsabilité de la collectivité? Donc aujourd'hui, voilà, je ne sais pas répondre à la question, je ne sais pas dire en fait qu'est-ce qui nous rassurerait. Ce qui serait bien, c'est est-ce que finalement, je dirais, le tribunal administratif de Paris n'a pas raison? Est-ce qu'effectivement, l'article 1589 du Code civil dit que la promesse de vente vaut vente? Mais est-ce que cette vente, dès lors qu'elle est conditionnée, est-ce qu'effectivement, on ne pourrait pas considérer que oui, la collectivité est engagée, certes, elle ne peut pas vendre ce sur quoi elle est engagée, mais il n'empêche qu'elle aura l'obligation de vendre que si c'est déclassé. Et que de ce fait, est-ce qu'on n'est pas un peu plus préservé que dans la conjoncture actuelle? Voilà, donc je ne sais pas trop quoi vous répondre sur le sujet. Tout ce que je sais, c'est que voilà, c'est un peu compliqué, c'est pas satisfaisant parce que, je veux dire, il y a un certain manque de sécurité juridique. Voilà. Merci beaucoup Laurent, je pense que vous avez parfaitement résumé la situation. C'est que aujourd'hui, et l'histoire des différents types de contrats qu'on voit au fil du temps. Et donc vraiment l'objectif de cette table ronde, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas y voir plus clair en la matière. Donc Monsieur Fatome, allez-y. Alors, je crois que pour essayer d'y voir plus clair,
il faut d'abord essayer de poser le plus clairement possible les questions. Et à cet égard, je crois que pour comprendre dans quels termes le problème se pose, il faut avoir présent à l'esprit 3 règles de droit public qui sont essentielles en la matière. Alors il y en a 2 auxquelles il a été fait déjà très largement référence, que tout le monde connaît, donc je rappelle en un mot. Première règle, les biens du domaine public sont inaliénables, donc c'est clair, ils ne peuvent pas être vendus, ils ne peuvent pas faire l'objet de constitution de droit réel, pas de baux emphytéotiques, pas de bail à construction sur un bien qui appartient au domaine public. Deuxième règle, cette inaliénabilité est malgré tout relative dans la mesure où un bien qui appartient au domaine public cesse de lui appartenir dès lors qu'il est déclassé, donc dès lors que la collectivité qui en est propriétaire décide de le faire sortir du domaine public, ce qu'elle ne peut faire que à la condition qu'il ait été préalablement désaffecté, c'est-à-dire qu'il ne soit plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public. Bon, ces 2 règles, ce sont vraiment les règles élémentaires, mais qu'il faut malgré tout bien avoir présent à l'esprit. La 3e règle se situe sur un plan un peu différent, enfin nettement différent, et est une règle un peu plus complexe, à laquelle on ne fait peut-être pas suffisamment référence. C'est la règle selon laquelle une personne publique, une autorité administrative titulaire d'un pouvoir de décision unilatérale ne peut pas contracter sur l'exercice de ce pouvoir. Autrement dit, l'autorité administrative ne peut pas, par contrat, s'engager à prendre une décision unilatérale déterminée. Vous avez tous présent à l'esprit l'exemple classique en la matière, qui est l'interdiction pour l'autorité compétente de délivrer un permis de construire, de s'engager par contrat à délivrer un permis de construire. C'est une règle fondamentale du droit public qui était rappelée dans des termes absolument sans ambiguïté par l'actuel vice-président du Conseil d'État, qui déclarait « Les personnes publiques ne peuvent pas contracter dans des domaines où elles sont tenues d'agir par décision unilatérale. C'est ainsi, il convient de s'y tenir fermement. » Donc, la messe peut paraître dite, vous allez voir que je n'en suis pas malgré tout totalement convaincu en ce qui concerne ce problème de savoir dans quelle mesure on peut contracter sur l'exercice d'un pouvoir de décision unilatérale, sachant que, naturellement, ça va de soi, la décision de déclassement est une décision qui relève d'un pouvoir de décision unilatérale de l'autorité propriétaire du bien qui appartient au domaine public. Alors, il me semble que dès lors qu'on a présent à l'esprit ces 3 règles, on est amené à considérer qu'il faut, pour qu'une personne publique puisse conclure une promesse de vente d'un bien qui appartient au domaine public sous conditions suspensives de la désaffectation et du déclassement de cette promesse de vente, eh bien, il faut que 2 conditions, peut-être 3, soient remplies. Première condition, qui, à mes yeux, soulève le moins de difficultés, c'est la suivante, c'est la condition suivante. Il faut que cette promesse de vente, tout simplement, ne vaille pas vente. Et donc, il faut que... Et oui, c'est absolument indispensable parce qu'il faut que l'on puisse considérer qu'au moment où la vente intervient, au moment où la vente est formée, le bien n'appartenait plus au domaine public. Car si, au moment où la vente est formée, où on doit considérer que la vente est formée, le bien appartient au domaine public, il est bien évident que cette promesse méconnaît le principe d'inaliénabilité. Et donc là,
moi je me retourne vers les privatistes et je considère que c'est à eux qu'il appartient de trouver les formules, les rédactions de promesses de vente, de conditions suspensives qui permettront de considérer que bien, la promesse, le contrat, ou l'avant-contrat peut-être plutôt, ou le protocole qui a été conclu, eh bien, au moment où il a été conclu, moment donc où le bien appartenait au domaine public, eh bien, cette promesse ne sera à aucun moment interprétée comme signifiant qu'elle valait vente. Ça, je crois que c'est relativement clair, et le jugement que vous citiez du Théâtre Paris est tout à fait en ce sens. C'est ce qu'admet le Théâtre Paris, puisque le Théâtre Paris nous dit très clairement qu'à partir du moment où, effectivement, la promesse n'emporte pas par elle-même cession de droits réels immobiliers sur le domaine public, eh bien, la personne publique pouvait conclure cette promesse. Il n'y a pas atteinte au principe d'inaliénabilité. Donc ça, c'est relativement simple, et le publiciste ne peut encore une fois que se retourner vers le privatiste pour lui demander de bien vouloir retrouver les rédactions qui permettent de respecter la règle d'inaliénabilité. Alors, la deuxième condition est une condition qui soulève beaucoup plus de difficultés, parce que il faut donc, pour que ce type d'avant-contrat puisse être conclu, il faut que la personne publique n'apparaisse pas comme, ne puisse pas être considérée comme ayant pris un engagement contraire au principe d'interdiction pour les personnes publiques de contracter sur l'exercice de leur pouvoir de décision unilatérale. Autrement dit, il ne faut pas qu'il y ait méconnaissance de cette interdiction pour les personnes publiques de conclure des pactes sur décision future, comme le vice-président du Conseil d'État donc le rappelait dans des termes totalement dépourvus d'ambiguïté. Alors, il me semble que pour être en mesure d'apprécier si tel peut être le cas, s'il y a méconnaissance ou non de ce principe général du droit public, il faut distinguer deux cas de figure qui correspondent à deux interprétations différentes de ces conditions suspensives de désaffectation et de déclassement. Premier cas de figure, première interprétation possible, on interprète la condition suspensive comme signifiant que la personne publique ne prend en réalité aucun engagement de désaffecter ou de déclasser. Donc, c'est qualifié de condition suspensive, mais en réalité, il n'y a aucun engagement de la part de la personne publique de déclasser, de désaffecter, et ensuite de déclasser. Et c'est la manière dont la Cour administrative d'appel de Lyon avait interprété une promesse de vente sous conditions suspensives de désaffectation et de déclassement, puisque la Cour administrative d'appel de Lyon relève dans son arrêt, avant d'admettre cette manière de procéder, que cette promesse ne valait aucun engagement de désaffectation. Donc, il n'y avait aucun engagement. Bon. Il est bien évident que dans cette hypothèse, il n'y a pas méconnaissance du principe d'interdiction pour une autorité administrative titulaire d'un pouvoir de décision unilatérale de contracter sur l'exercice de ce pouvoir, puisque par définition, elle n'a pris aucun engagement. Mais là, je me retourne à nouveau vers les privatistes, et naturellement, la question que je leur pose est celle de savoir si en réalité cette condition n'est pas purement potestative, puisque
mon Dieu, donc la personne publique ne prenant aucun engagement de désaffectation et de déclassement, eh bien, je crois que l'on peut dire qu'en fait, elle ne prend aucun engagement de vendre. Et donc, mais là, je laisserai le soin à mon collègue Laurent Hénès de trancher la question. Il me semble qu'on peut considérer que c'est purement potestatif et donc que c'est nul. Deuxième cas de figure, deuxième interprétation de ces clauses, de ces conditions suspensives, interprétation qui, à entendre tout ce qui a été dit ce matin, me paraît beaucoup plus correspondre à la volonté des parties et notamment à l'intention de la personne publique, au moins dans la plupart des hypothèses, à ce qu'elle cherche lorsqu'elle conclut ce type d'avant-contrat. Donc, cette deuxième interprétation consiste à interpréter cette clause comme signifiant que la personne publique s'engage à désaffecter et à déclasser dans le délai de validité de la promesse de vente, dès lors qu'elle pourra légalement le faire au moment où elle sera en mesure de le faire, et donc dès lors qu'aucun motif, qu'aucune considération d'intérêt général n'impose le maintien du bien dans le domaine public. Autrement dit, je m'engage, mais je m'engage à désaffecter ou déclasser à la condition que, au moment où, encore une fois, je vais être en mesure de prendre ma décision sur cette question, eh bien, aucun motif d'intérêt général m'interdit à moi, personne publique, de prononcer ce déclassement. Donc, il me semble que dans cette hypothèse, il y a un engagement. Il y a un engagement de la personne publique, un engagement certes très conditionné, mais il y a malgré tout un engagement. Donc, la question qui se pose est celle de savoir si, ainsi interprétée, cette condition suspensive n'est pas contraire à l'interdiction pour les personnes publiques de contracter sur l'exercice de leur pouvoir de décision unilatérale. Alors, incontestablement, un certain nombre d'auteurs, de membres de la juridiction administrative ont tendance à répondre par l'affirmative à cette question. Effectivement, méconnaissance du principe d'interdiction de conclure des pactes sur décision future. Personnellement, mais c'est une opinion tout à fait personnelle, il me semble que cette méconnaissance, la méconnaissance de ce principe, n'est pas aussi évidente qu'on pourrait avoir tendance à le penser à première vue. Pourquoi ? Eh bien, je crois que pour comprendre pourquoi on peut soutenir qu'il n'y a pas violation de ce principe, si on peut le soutenir, c'est en se référant au fondement, à la justification de ce principe d'interdiction. Pourquoi ce principe d'interdiction pour une personne publique de contracter sur l'exercice de son pouvoir de décision unilatérale ? Il me semble que le fondement, la justification est constitué par la nécessité de permettre à la personne publique de conserver à la personne publique la liberté d'apprécier ce que l'intérêt général commande au moment où elle prend sa décision. La justification, je ne vois pas d'autre justification à ce principe que le fait qu'une personne publique doit toujours pouvoir, au moment où elle prend une décision, apprécier ce que l'intérêt général commande. Or, si on comprend ce principe, si vous voulez, de cette manière, eh bien, il me semble qu'à ce moment-là, il n'y a pas de contradiction entre la clause
qui consiste à insérer une condition suspensive sous condition de désaffectation et de déclassement, et cette interdiction de conclure des pactes sur décision future. Alors, encore une fois, hein, c'est une interprétation, une construction assez personnelle, mais si vous voulez, il me semble qu'on peut, en faveur de cette interprétation, invoquer un certain nombre d'arguments. Le premier est constitué par le fait, je dirais, que les faits sont têtus et ça a été exposé par Laurent Comprendon, par Eric Speed, tout ça, on voit bien que cette manière de procéder correspond à l'intérêt bien compris des collectivités locales, que, comme vous le disiez, c'est indispensable pour la meilleure valorisation des biens qui appartiennent aux personnes publiques, parce qu'elles doivent pouvoir trouver dans les meilleures conditions l'acquéreur, et elles ne trouveront dans les meilleures conditions l'acquéreur que si elles peuvent au minimum conclure des protocoles de ce type. Or, lorsqu'on se reporte à la jurisprudence, on constate que le Conseil d'État fait preuve d'un certain réalisme et que, mon Dieu, il est quand même assez sensible à la nécessité de faire en sorte que ce qui correspond à l'intérêt bien compris des collectivités publiques puisse se faire. Alors, j'en citerai deux exemples. Le premier est un arrêt constitué par un arrêt à Société Vive à Andoum, dans lequel le Conseil d'État, de façon extrêmement constructive, a admis qu'une collectivité publique pouvait prendre une décision de principe de déclassement à un moment où les conditions du déclassement n'étaient pas remplies, et sur la base de cette décision de principe de déclassement, dont il nous dit bien qu'elle devra être suivie d'une décision effective de déclassement pour que le bien sorte effectivement du domaine public, et bien sur la base de cette décision de principe de déclassement, qui d'ailleurs était prévu dans un protocole entre une collectivité publique et un aménageur, eh bien, le Conseil d'État a admis que l'on pouvait délivrer un permis de construire. Donc, bon, ça montre que le Conseil d'État n'est pas totalement insensible aux nécessités de la pratique et à la nécessité de permettre aux promoteurs de demander des permis de construire sur des biens qui appartiennent encore au domaine public et qui sont seulement destinés à leur être cédés le jour où il sera possible de les déclasser. Et puis, le deuxième élément que j'invoquerai volontiers, et que j'ai redécouvert d'ailleurs en préparant un peu cette intervention, est constitué par un avis que mon voisin a sûrement très présent à l'esprit, un avis consultatif du Conseil d'État dans l'affaire Paris-Rive-Gauche, qui est le Conseil d'État, dans cet avis, admet expressément que deux personnes publiques, alors c'est entre personnes publiques, c'est là où malgré tout il y a quand même une différence avec les situations que nous évoquions, mais que deux personnes publiques, en l'occurrence l'État d'un côté RFF et de l'autre côté la ville de Paris, pouvaient conclure un accord, et que dans cet accord, eh bien, les personnes publiques propriétaires de biens du domaine public pouvaient s'engager à déclasser ces biens, et que cet engagement était absolument indispensable pour que les biens en cause soient compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique autorisant le recours à l'expropriation. Eh bien, là encore, le Conseil d'État fait preuve d'un très grand réalisme pour permettre la réalisation de l'opération. Il écrit en toutes lettres, alors certes, c'est la section des travaux publics, ce n'est pas au contentieux, mais il écrit en toutes lettres que eh bien, la personne publique pouvait prendre un engagement de procéder au déclassement
au moment où les conditions seront remplies pour procéder à ce déclassement. Alors j'en terminerai en disant que ce réalisme dont le juge administratif me paraît capable de faire preuve, et après tout, le jugement du TA est également dans ce sens. Je crois que, naturellement, si le juge administratif est capable de faire preuve de ce réalisme, c'est parce qu'il considère que cela peut être nécessaire à la satisfaction bien comprise de l'intérêt général. Ce qui signifie, me semble-t-il, et c'est la troisième condition que l'on peut éventuellement envisager, ce qui signifie que, avant de s'engager dans un processus de ce type, la personne publique doit vraiment se poser la question de savoir si cela est totalement justifié du point de vue de l'intérêt général, autrement dit du point de vue de la meilleure valorisation du domaine public. Et n'exclut pas qu'au cas où une personne publique conclurait ce type d'avant-contrat dans une hypothèse où cela n'apparaît absolument pas nécessaire, eh bien le juge considère, en cas de recours, qu'il y a erreur manifeste d'appréciation et que cette manière de procéder ne pouvait pas être utilisée dans une hypothèse où elle n'est absolument pas justifiée. Alors, j'attire bien l'attention sur le fait que, si vous voulez, moi, ce qui me paraît essentiel, c'est de bien serrer les problèmes. Premier problème, respect du principe d'inaliénabilité. La vente ne peut être formée qu'à un moment où le bien n'appartient plus au domaine public. Deuxième problème, dans quelle mesure y a-t-il engagement et peut-il y avoir engagement? Là, malheureusement, le droit positif ne nous donne pas encore de réponse claire et précise sur cette question. Donc, nous sommes suspendus des contentieux à venir sur ces problèmes. La ville de Paris pourrait en susciter un. Non, ça va. Alors avant de passer la parole au professeur Hennes, j'avais quelques questions, mais je pense que ce sera peut-être plus le professeur Hennes finalement qui y répondra. La question que je me pose, je ne suis pas sûre, c'est de dire qu'il ne faut pas signer une promesse de vente qui ne vaut pas vente, enfin, et recommencer la discussion qu'on a eue tout à l'heure. En fait, moi, ce que je comprends, c'est que au moment, enfin, que le contrat qu'on va passer, c'est au moment où le déclassement, enfin, tant que le déclassement n'est pas intervenu, il ne peut pas y avoir d'engagement de vente. En revanche, enfin, il ne peut pas y avoir de vente. Il ne peut pas y avoir de vente. En revanche, une fois que le déclassement est intervenu, il peut y avoir une vente. Bien sûr. Donc, et ça, vous allez, monsieur le professeur Hennes, vous allez nous répondre, mais à partir du moment où j'ai une promesse synagmatique de vente classique ou une promesse unilatérale de vente classique avec des conditions suspensives qui n'ont pas d'effet rétroactif, a priori, de toute façon, la vente n'interviendra qu'à l'issue des conditions suspensives et donc à un moment où le déclassement est intervenu. Donc je pense que là, par rapport à tous les contrats qu'on passe, on doit pouvoir y arriver. Après, le second sujet, moi, dans ce que j'entends, c'est que une promesse dans laquelle on fait une promesse sous conditions suspensives de déclassement et de désaffectation, mais qu'il n'y ait aucun engagement de désaffectation et de déclassement, quelle est la portée de ce type de clause et quel est l'intérêt de ce type de clause et donc en fait enfin voilà mes deux questions. Et après il faudra voir dans quelle mesure on peut réfléchir sur ce que propose monsieur Fatome, à savoir cet engagement sous réserve de respecter les règles de droit public et les principes de légalité. Bien, merci donc de me passer à nouveau la parole, mais là je n'ai plus qu'une parole très partielle parce qu'il y a des éléments de droit public qui ont été très clairement exposés et devant lesquels le droit privé doit s'incliner. Alors,
quelques points. À nouveau, je crois que c'est M. Spitz qui a évoqué ce terme, revient le 1589, comme une espèce de menace, avec la promesse de vente, vos ventes, clac, c'est le piège. Je répète, le sens de ce texte n'est pas du tout de dire, dès lors qu'on est d'accord sur la chose et sur le prix, automatiquement vous avez une vente. C'est faux. Ce texte dit simplement, pour avoir une vente, il suffit d'être d'accord sur la chose ou sur le prix. On n'a pas besoin d'autre chose. Mais ça ne veut pas dire que dès lors qu'on est d'accord sur la chose et sur le prix, il y a nécessairement une vente. Il peut manquer l'élément essentiel, la décision de vendre et la décision d'acheter. Et ça, évidemment, il ne peut pas y avoir accord sur la chose et sur le prix sans décision de vendre, sans décision actuelle d'acheter, et une vente qui vous tombe dessus. Donc, le texte 1589 n'est pas, encore une fois, il faut comprendre ce texte comme signifiant simplement, en droit français désormais, il n'y a besoin que d'un accord sur la chose et sur le prix pour faire une vente, il n'y a pas besoin d'autre chose. Mais on peut tout à fait se mettre d'accord sur la chose et sur le prix sans pour autant avoir conclu la vente. C'est ce qu'on a vu la première fois. On retrouve d'ailleurs dans cette question un objectif qui était déjà présent dans la première. Souvent, les parties veulent en tout cas arrêter les conditions de la future vente. Et donc, on met un terme à la période de négociation, on se met d'accord sur ce que seront les termes de la vente si elle intervient. Bon, il y a bien accord sur la chose et sur le prix, mais il n'y a pas de vente du tout, parce qu'on ne sait pas encore si elle va intervenir. Le deuxième point, c'est qu'on a, nous privatistes, si je puis me permettre, on est quand même dans la même barque, hein, on a une institution qui permet de répondre à cette situation dans laquelle on donne à sa convention un objet que l'on considère dans son état futur. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le terrain est dans le domaine public, mais on le considère dans son état futur de sortie du domaine public, c'est-à-dire donc de déclassement. Nous avons une institution, c'est l'article 1130 du Code civil, les choses futures peuvent être l'objet d'un contrat. Donc on peut aujourd'hui conclure un contrat sur une chose dans son état futur. De la même manière qu'on peut aujourd'hui conclure une vente sur quelque chose dont on n'est pas propriétaire, à condition bien entendu que les effets de cette vente soient suspendus, peu importe le terme qu'on utilise, mais qu'il soit bien convenu que c'est la chose dans son état futur qu'on prend en considération. Donc on peut tout à fait, à mon avis, l'institution de l'objet dans son état futur de déclasser, et par conséquent prévoir que le contrat ne produira ses effets, ne tournons pas autour des mots, que le contrat ne sera vraiment conclu que si cet état futur est atteint, on a tout à fait l'institution qu'il faut en droit privé. On peut appeler ça condition, on peut dire que c'est une vente, enfin bref, il y a différents mots, mais l'essentiel, c'est qu'on peut tout à fait se mettre d'accord aujourd'hui sur une chose, avec évidemment l'incertitude, qui est que comme on traite d'une chose dans son état futur, il est très possible que cet état futur n'advienne pas. Et donc ça, c'est le jeu des parties. Elles l'ont accepté. Donc ça, ici, nous n'avons pas de problème. Le dernier point, la condition de déclassement. Est-ce qu'elle est potestative ? Alors, en effet, la jurisprudence contemporaine est souvent affrontée à des situations dans lesquelles la condition dépend d'un acte du débiteur. Et en effet, dans le déclassement, il faudra que le vendeur fasse un acte juridique, le déclassement, précédé de la désaffectation. Mais ce sont des situations qu'on connaît bien. Par exemple, je peux acheter ou vendre sous condition que j'ai obtenu telle ou telle autorisation, ce qui nécessite de moi un acte juridique, demander cette autorisation. Je peux acheter sous condition que j'ai vendu un bien. On a beaucoup de jurisprudence sur ce point. Ça demande donc un acte juridique, que je veuille bien vendre et qu'effectivement. Donc c'est une situation assez, disons, topique en droit privé. Et alors, le passage de la condition potestative nulle à la condition, au contraire, on disait autrefois simplement potestative ou casuelle, enfin peu importe, la condition qui fonctionne, disons, la condition valable, c'est la question de savoir s'il y a en effet un engagement du débiteur de faire ce qu'il peut pour faire advenir les dettes.
Alors traduit dans notre affaire de déclassement, ça revient à dire, est-ce que la personne publique a pris effectivement l'engagement de faire dans la mesure de ce qu'elle peut faire. Et c'est là que nous retrouvons la condition d'intérêt général. Je crois en effet qu'en tout cas du point de vue de la condition potestative, il n'y a pas de risque dans deux situations. Première situation, la désaffectation a déjà été décidée. On est dans un processus de désaffectation qui a déjà été décidé. Elle n'est pas encore intervenue, et ni par conséquent le déclassement. Dans ce cas-là, il y a des éléments objectifs qui montrent que la personne publique est engagée valablement, puisque par hypothèse, la désaffectation a été incontestablement, valablement décidée, et alors là intervient la promesse. Deuxième situation, rien n'a encore été décidé, mais il est convenu que la personne publique fera tout ce qui est en son pouvoir légal, et ça inclut donc le respect de l'intérêt général, pour parvenir à ce résultat, sans bien entendu qu'elle s'engage à y parvenir. Elle dit simplement qu'elle entamera le processus de nature à conduire à. Et tout le monde a compris que ce processus pourrait être interrompu par une considération d'intérêt général. C'est inclus dans et dans cette mesure, je crois qu'on n'a pas de conditions potestatives, en tout cas nulles. Donc, la question difficile, c'est celle que vous avez traitée. Je suis bien content, parce que comme elle était difficile, je suis content de ne pas l'avoir eu à le faire. C'est la question du processus de décision, c'est-à-dire de l'engagement par la personne publique compte tenu des règles qui gouvernent son processus de décision. Du point de vue du droit privé, si en effet on peut considérer que une condition de déclassement ne signifie pas engagement de déclasser, mais simplement engagement de déclencher le processus dans toute la mesure où il demeure conforme à l'intérêt général, et que cet aléa de l'intérêt général, c'est ça au fond, est accepté par les deux parties, à mon avis, nous n'avons aucune difficulté de validité. Laurent, non, comprenons. Pardon, je ne me serais pas Celui permis que de si vous vous ne appeler voyez Laurent. pas clair, il y a juste 3/4 d'heure. Là, je suis absolument ravi, il fait beau aujourd'hui. Et enfin, effectivement, il a une réponse claire, nette, précise sur effectivement un sujet qui nous a toujours posé un certain nombre de difficultés. Et j'avoue qu'effectivement, je suis ravi. Donc, je comprends que on peut signer des promesses synagmatiques de vente sous conditions suspensives de déclassement. J'ai tendance à aller un peu vite. Hein. J'ai tendance à aller très très vite. Mais j'ai compris ça. Oh non. Vous les appelez les promesses? Non, surtout pas. Je n'ai absolument... Non. Si vous voulez, je pense que... j'ai essayé de faire en sorte que le problème soit posé dans les termes dans lesquels il se pose. Et il me semble qu'il n'est pas complètement irréaliste de considérer qu'une condition suspensive ainsi interprétée et peut-être rédigée dans ces termes avec cette réserve de l'intérêt général peut être admise. Elle peut, je serais d'autant plus enclin d'ailleurs à le penser que mon voisin me glissait tout à l'heure dans l'oreille, et je suis 1000 fois d'accord avec lui, que cette interdiction pour les autorités administratives, cette interdiction générale de contracter sur l'exercice du pouvoir de décision unilatérale est très datée. Elle est terriblement datée. Elle ne tient absolument pas compte, si vous voulez, de l'évolution vers la contractualisation. Et on peut penser, on peut espérer que le juge administratif en tiendra compte et admettra cette possibilité de combiner contrat et décision unilatérale dans des hypothèses plus fréquente qu'à l'heure actuelle. Donc, voilà. Mais quel chemin devant nous, hein. Donc, je crois qu'il faut en être bien conscient. Ceci étant, il y a peut-être
peut-être effectivement une voie à explorer. Mais il me semble qu'en effet, là, à nouveau, c'est heureux parce que c'est un domaine qui s'ouvre à l'ingénierie, à l'ingéniosité et à l'ingénierie juridique. Le fait de détailler ce que les parties entendent par condition de déclassement en disant que c'est l'engagement pour la personne publique de faire ce qui est en son pouvoir pour déclencher le processus de déclassement, mais que ce processus de déclassement pourrait ne pas aboutir pour des raisons d'intérêt général. On a expliqué clairement comment les parties ont compris leur contrat. Puis voilà. Peut-être même de préciser, sous condition que effectivement l'intérêt général soit respecté, c'est-à-dire en réalité en tenant compte du caractère évolutif de l'intérêt général, parce que si je décide d'engager le processus de déclassement, c'est qu'au moment où je le décide, je considère qu'il y a un intérêt général à le faire. Mais on pourrait dire que cet intérêt général, par définition, il est évolutif et que dans le temps qui est devant moi, pour que tout ça se réalise, les conditions de fait et de droit pourraient être amenées à évoluer et par conséquent, mon appréciation de l'intérêt général au moment où je m'étais engagé à déclencher ce processus n'est plus le même et par conséquent, on pourrait aboutir à un échec. Alors, donc, c'est l'aléa. C'est l'aléa. Injurier l'avenir. Voilà, il ne faut pas injurier l'intérêt général ni l'avenir. C'est l'aléa, c'est-à-dire la survenance d'une considération, à savoir l'intérêt général, qui est de nature à rendre impossible l'avènement de la chose. En gros, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle je me sépare de vous en ce qui concerne la désaffectation. Le fait que la désaffectation ait été en soi décidée ne me paraît pas véritablement changer la donnée du problème. Tout simplement, et je le regrette d'ailleurs, Eric Spitz le sait ô combien, tout simplement parce que le Conseil d'État considère qu'un bien désaffecté peut rester dans le domaine public. Les personnes publiques sont totalement libres de choisir entre le faire sortir du domaine public ou le laisser dans le domaine public. Nous avons quelques exemples notamment le Stade Jean-Bouin, qui était l'exemple type, et le Parc des Princes, qui ne sont plus affectés au service public, donc qui sont désaffectés, mais qui néanmoins sont maintenus par la ville de Paris dans son domaine public parce qu'elle correspond que malgré tout, l'intérêt général qui doit présider à la meilleure gestion de son domaine implique le maintien dans le domaine public et donc le non-déclassement. Oui. Ça, c'est peut-être un point de vue. C'est du point de vue de la condition potestative. Du point de vue de la potestativité, je donne une analogie. Celui qui a décidé d'acheter sous condition qu'il est vendu, est-ce que c'est une condition potestative? On va regarder s'il a un vrai engagement. Et un des signes de cet engagement, c'est qu'il a déjà mis son bien en vente. Et donc le jury sera plus confortable pour dire c'est pas C'est en cela que si la désaffectation est déjà décidée, on a le signe qu'il ne s'agit pas d'une décision arbitraire. Voilà. Excusez-moi. Cet angle-là, c'est sous l'angle de la potestative. Excusez-moi, n'assombrissez pas le ciel bleu avec cette notion d'intérêt général évolutif. Qu'est-ce qu'un intérêt général évolutif? L'intérêt général, c'est l'intérêt général. Il faut simplifier. Au jour de la décision. Oui. Oui. Mais je pense qu'il faut... Non, je comprends Laurent par rapport à cette question. Un autre immeuble. Non, je comprends Laurent par rapport à cette question d'intérêt général. Et puis, il faut pas... En fait, je pense que ce qu'a dit le professeur Hennes est quand même extrêmement important. C'est qu'il ne faut pas que celui qui contracte avec la personne publique ait une quelconque impression d'arbitraire. Donc, à un moment donné, quand et moi j'entends que en les écrivant bien, on doit pouvoir faire des promesses synalagmatiques sous conditions suspensives de déclassement, en respectant l'ensemble de ce que vous avez dit. Mais à mon sens, la collectivité ne peut pas se dire que, comme ça, au dernier moment, sous réserve qu'il y a je sais pas quoi, elle peut ne pas déclasser. En fait, si on s'engage sur des promesses synalagmatiques de ce type, il faut qu'elle s'engage de bonne foi à mettre en œuvre tous les éléments qui vont lui permettre de désaffecter et de déclasser. Et en pratique, c'est ce que fait la ville de Paris tous les jours. On a une règle juridique qui permet de faire pièce à la mauvaise volonté du débiteur qui
de manière arbitraire, décide d'empêcher la survenance de la condition, c'est l'article 1178. La condition est réputée accomplie. Sans aller jusqu'à la condition réputée accomplie, ce qui poserait peut-être des problèmes d'exécution, etc., c'est la responsabilité. Oui. Il y a une faute de comportement. De toute façon, l'exécution forcée, là, dans le cas présent, n'est pas possible, n'aura aucun sens et ne pourra pas être mis en œuvre. Mais en revanche, ça pourra se tabler sur des dommages et intérêts s'il y a vraiment une mauvaise foi de la collectivité en la matière. Bon, écoutez, on va donc clore les débats. Bien sûr, on n'a pas trouvé toutes les solutions et je pense qu'il y aura encore de nombreux débats. Mais en tout cas, c'est un petit pas qui fait avancer les choses. Et bien sûr, la discussion va continuer. Il y a un cocktail qui vous attend et merci à vous. Au revoir.